Très heureuse de vous retrouver pour la rétrospective environnementale. Au Togo, les populations de Binandoubé dans la préfecture de Bassar ont finalement accès à l'eau potable après une longue période de calvaire. Ceci grâce au projet de filets sociaux et services de base. Une baisse d'investissement dans le secteur de l'énergie solaire hors réseau en 2023. C'est le constat fait par l'Association mondiale de l'éclairage. Les professionnels de l'électrification rurale en Afrique et dans le reste du monde sont agacés par cette nouvelle. Enfin, une formation régionale à l'endroit des élus et cadres des organisations des producteurs engagés dans le stockage des produits vivriers et d'aliments du bétail dans le pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le but est de renforcer la résilience alimentaire des populations dans leur capacité à stocker et à gérer efficacement les denrées alimentaires. C'est tout pour les sommaires. Merci d'être au rendez-vous de cette édition. Au Togo, la commune du Golfe 1, située dans le district autonome du Grand Lomé, envisage de créer un modèle de gestion durable des déchets urbains et assimilés pour ses habitants. Pour ce faire, les autorités ont mis en exergue l'identification et la sensibilisation des producteurs, notamment en matière de tri et d'élimination des déchets dans la ville de Lomé. Irène Papadina. Le Togo avance progressivement dans la lutte pour la gestion durable des déchets urbains avec la mise en place des stratégies pour lutter contre la pollution dans ces villes. À cet effet, un modèle de gestion durable des déchets urbains et assimilés a été mis en place au Golfe 1, une commune du district autonome du Grand Lomé. Depuis janvier dernier, 80 agents recenseurs sont à pied d'œuvre dans cette municipalité de près de 797 000 habitants pour identifier les producteurs de déchets qui jonchent les rues. Dans un premier temps, l'opération se concentre sur les ménages. Ainsi, les agents recenseurs passent dans chaque foyer munis d'un questionnaire auquel les habitants doivent répondre. Outre l'identification du producteur, les agents identifient le type de déchets produits par chaque ménage et le procédé d'élimination utilisé. Les autorités du Golfe 1 s'appuient sur le financement de 14 millions de francs CFA de la société Ivoire Maintenance pour mener à bien cette opération. Ce financement permettra également la mise en place d'un système de gestion durable des déchets urbains et assimilés, de la collecte au traitement en passant par le tri et le stockage de ces ordures. Pour la réussite de cette démarche, chaque ménage du Golfe 1 sera doté d'équipements adaptés pour effectuer un travail de tri et de stockage en amont. Dans le même temps, la sensibilisation des habitants du Golfe 1 à une gestion durable des déchets permettra de réduire la pollution dans la capitale togolaise Lomé, qui produit à elle seule 350 000 tonnes de déchets par an, selon l'Agence française de développement. Désormais, les habitants du village de Binandoubé dans la préfecture de Bassar ont accès à l'eau potable. Ceci grâce au projet de filets sociaux et services de base initié par l'Agence nationale de développement à la base ANADEB. Les détails avec Irène Papadina. Le village de Binandoubé, situé dans la préfecture de Bassar, à environ 110 km de Kara, a depuis longtemps souffert d'accès à l'eau potable. Ses habitants étaient obligés de parcourir plus de 5 km à la recherche de l'eau. À cet effet, le projet de filets sociaux et services de base FSB, piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, a été mis en place dans le but de soutenir la réhabilitation et la construction d'infrastructures de base dans les communautés ciblées, ce qui permettra d'accroître l'accès aux services socio-économiques afférents. En plus des transferts monétaires, plusieurs femmes du village sont devenues indépendantes financièrement avec diverses activités agricoles qu'elles mènent sur leurs propres parcelles. Selon les responsables de l'antenne régionale de l'ANADEB Kara, pour démarrer la réalisation de ces ouvrages, les bénéficiaires ont procédé en février dernier à la remise des sites aux entreprises pour l'exécution des travaux.
À ce jour, la région de Kara bénéficie de plus de 44 infrastructures du projet FSB. Leur mise en œuvre est conduite par les communautés bénéficiaires, elles-mêmes suivant l'approche de développement conduite par les communautés DCC. Le projet proposé vise globalement à répondre à la problématique de la responsabilisation des communautés dans leur développement, à renforcer leur accès aux infrastructures de base et à une couverture sociale minimum. Ce projet a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 5,4 milliards de francs CFA. Pour rappel, le gouvernement a fait de l'accès à l'eau potable l'une de ses priorités dans la feuille de route quinquennale. L'ambition est de parvenir à un taux de desserte nationale en eau potable de 85% d'ici 2025. Le conseil municipal de la COSA 3 s'engage activement dans la lutte pour la préservation de l'environnement au sein de la commune. Il a procédé à la remise de 40 poubelles aux établissements et centres de santé. Ces matériaux serviront à la collecte, au tri, au traitement et à la valorisation des déchets plastiques. Le point avec Alexandra Adekane. Le projet pilote visant la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets plastiques a été concrétisé par la remise de 40 poubelles aux responsables des établissements scolaires et des centres de santé dans le but d'éduquer et de sensibiliser efficacement les citoyens et les jeunes apprenants à la lutte pour la préservation d'un environnement sain. L'objectif principal est de les former afin de faire d'eux des acteurs clés dans la gestion des déchets plastiques au sein de la commune de COSA 3. La cérémonie s'est déroulée à Wandjelo sous la direction de l'exécutif municipal, notamment M. le maire Pissiyou Sami et Sokudjou, son adjoint Bikilitem Talpouzouman, ainsi que les enseignants et le personnel hospitalier. À terme, les sachets plastiques qui seront collectés seront acheminés, transformés en produits dérivés à l'unité de transformation de l'ONG Stade installée à Yelou. Initialement prévu comme projet pilote touchant 40 écoles et centres de santé de la commune, cette initiative vise à s'étendre à toutes les autres communes de la préfecture et de la région dans les prochaines années. Un cadre d'échange sera mis en place pour surveiller sa mise en œuvre et assurer sa pérennité, a souligné le maire de la commune de COSA 3. Un autre avantage notable de ce projet est qu'il permettra de créer à court terme des emplois directs et indirects dans la municipalité. Le Maroc a accueilli une fois de plus le Salon international de l'agriculture SIAM. C'est un événement d'envergure mondiale dédié à l'innovation, au partage des connaissances et au développement agricole. Pour cette 16e édition, le thème retenu est climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. Lyon Sagbo nous en dit plus. Pour sa 16e édition, le Salon international de l'agriculture au Maroc, SIAM, a rassemblé près de 1500 exposants en provenance de 70 pays avec une estimation de 800 000 visiteurs. Dans un espace de plus de 10 grands chapiteaux, une variété de produits et services agricoles sont présentés, allant des fruits et légumes au système d'irrigation, en passant par les engrais. Ceci témoigne ainsi la diversité et la richesse de l'agriculture marocaine et internationale. Au-delà des expositions, le SIAM offre une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs du secteur, favorisant ainsi les discussions autour des défis actuels et des solutions innovantes pour assurer la durabilité de l'agriculture dans un contexte de changement climatique. Cet événement vient à point nommé alors que le secteur agricole du royaume chérifien est durement touché par les conséquences dévastatrices de la sécheresse. Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture a pris des mesures urgentes pour parer à la pénurie d'eau, notamment par la mise en place des nouvelles installations de dessalement d'eau de mer. Organisé par le ministère de l'Agriculture marocain, le SIAM est reconnu comme le plus grand événement agricole en Afrique, preuve de l'engagement continu du Maroc pour le développement durable de son agriculture.
Cette année, l'Espagne était à l'honneur en tant qu'invité spécial du salon, renforçant ainsi les liens et les échanges entre les deux pays dans le domaine agricole. Le SIAM s'est déroulé du 22 au 28 avril. Il a offert une occasion unique de découvrir les dernières innovations agricoles, de promouvoir les échanges internationaux et de renforcer la coopération pour un avenir agricole plus résilient et durable. Les élus et cadres des organisations de producteurs engagés dans le stockage de produits vivriers et d'aliments du bétail dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest renforcent leurs capacités. Ils étaient en formation lundi dernier. Cette formation vise à renforcer la résilience alimentaire des populations dans leur capacité à stocker et à gérer efficacement les denrées alimentaires. Les précisions avec Irène Papadina. Les effets combinés des conflits, des chocs climatiques et des prix élevés des denrées alimentaires continuent d'aggraver la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest. Selon l'analyse de la sécurité alimentaire du cadre harmonisé de mars 2023, le nombre de personnes n'ayant pas un accès régulier à des aliments sains et nutritifs devrait atteindre 48 millions d'ici août 2024. Dans le but de pallier ce problème, la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire de la CEDEAO a placé le stockage de proximité comme le premier pilier de la riposte à la sécheresse qui entraîne des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales. Il souligne l'importance des banques de céréales et d'aliments du bétail organisées au niveau local. Cette initiative vise à renforcer la résilience alimentaire des populations en renforçant leur capacité à stocker et à gérer efficacement les denrées alimentaires, contribuant ainsi à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Les organisations de stockage locales, fortes de leurs expériences et de leurs meilleures pratiques, joueront un rôle crucial dans ce cycle de formation de formateurs régionaux déployé par la CEDEAO avec l'appui d'INADES Formation. Ces formateurs régionaux seront chargés d'organiser ensuite des formations au niveau national dans les 15 pays de la communauté régionale, ainsi qu'au Tchad et en Mauritanie, pour soutenir les organisations de stockage jusqu'au niveau des villageois, avec l'appui de l'AFD et de la Banque mondiale. Selon une récente analyse des données de l'Association mondiale de l'éclairage hors réseau, les investissements dans le secteur de l'énergie solaire ont fortement baissé en 2023 à l'échelle mondiale. Cette nouvelle est préoccupante pour les professionnels de l'électrification rurale tant en Afrique et dans le reste du monde. Alexandra Adekam. Une nouvelle inquiétante pour les professionnels de l'électrification rurale en Afrique et dans le monde. Le secteur de l'énergie solaire hors réseau a attiré très peu d'investissements au niveau mondial en 2023. En effet, 425 millions de dollars ont été investis l'année dernière, soit une baisse de 43% par rapport à 2022. Ces informations sont contenues dans les résultats de la base de données d'investissement 2023 de l'Association mondiale de l'éclairage hors réseau GOLGA. Publié le 26 avril, le rapport révèle également que la baisse la plus significative a eu lieu dans le segment des mises à échelle, ce qui fait craindre que les conditions macroéconomiques éloignent encore davantage le secteur de sa contribution à l'accès universel à l'énergie d'ici à 2030. Une situation qui a écho particulier en Afrique où 600 millions de personnes n'ont pas encore accès à l'électricité. Le financement de 425 millions de dollars a été absorbé par 85 entreprises. Sur ce financement, 281 millions de dollars ont été accordés sous forme de dette, 128 millions de dollars sous forme de capitaux propres et 15,5 millions de dollars sous forme de subventions, indique la GOLGA. Les données d'investissement de 2023 montre que ça davantage d'instruments de réduction des risques et de financement concessionnel, l'énergie solaire hors réseau n'atteindra pas l'échelle nécessaire pour atteindre les objectifs de développement mondiaux. Actuellement, le monde a besoin de 3 milliards de dollars d'investissement par an d'ici à 2030 pour atteindre le 7e objectif de développement durable ODD 7 sur l'accès universel aux énergies propres. L'énergie solaire hors réseau est pourtant considérée comme une solution idéale pour réduire le retard en matière d'électrification rurale en Afrique au sud du Sahara.
Parmi les solutions hors réseau distribuées en Afrique figure le système solaire domestique. Ce petit réseau électrique à l'échelle d'une maison est composé d'un ou plusieurs panneaux solaires, des onduleurs et des batteries pour le stockage de l'électricité. L'électricité propre ainsi stockée est redistribuée à la demande dans le réseau domestique pendant la nuit ou par mauvais temps. Il y a également les mini-réseaux qui permettent aussi l'électrification des zones rurales. Il s'agit de petites centrales solaires photovoltaïques avec un système de stockage d'électricité par batterie ou hybridées avec des groupes électrogènes. Ces installations sont équipées de petits réseaux de distribution capables d'alimenter une communauté ou un village. En République démocratique du Congo RDC, l'entreprise Nourou déploie d'or et déjà des mini-réseaux capables de couvrir des villes entières, à l'instar de Goma dans la province de Nord Kivu. Le Nigeria fait le pari du solaire hors réseau pour l'électrification de ces zones rurales à travers un projet mis en œuvre au niveau fédéral et financé à hauteur de 550 millions de dollars par la Banque africaine de développement BAD et la Banque mondiale. De tels engagements financiers sont nécessaires pour relever le défi de l'électrification en Afrique. 5 autobus électriques ont été reçus par la plateforme de solutions de mobilité Easy Rwanda. Ces bus seront mis en circulation dans la ville de Kigali à la suite d'une phase pilote auprès des opérateurs de transport public. Alexandra Adekambi nous en dit plus. La population de Kigali est passée de 800 000 habitants en 2013 à 1,2 million en 2024 et sans que le nombre de véhicules de transport en commun ne suive cette évolution démographique. C'est le constat dressé par la plateforme Easy Rwanda qui a annoncé récemment la livraison de 5 autobus électriques. Selon le gestionnaire de flotte, ces engins écologiques seront mis en circulation dans la capitale rwandaise après une phase de test auprès des opérateurs locaux tels que Kigali Bus Service. Outre la décongestion urbaine, cette initiative s'attaque aux 13% d'émissions de gaz à effet de serre GES générées par la combustion des carburants fossiles dans ce pays d'Afrique de l'Est qui ambitionne d'électrifier 20% de son réseau de transport public d'ici à 2030. Selon Easy Rwanda, il s'agit d'une réponse originale face à l'augmentation des coûts du diesel et au plafonnement des prix des billets de passagers. Seulement, les conducteurs de bus thermiques n'épousent pas tous cette transition vers des véhicules électriques en évoquant notamment leur prix d'achat très coûteux, le manque d'infrastructures de recharge et de maintenance. En la matière, l'entreprise dirigée par Alex Lussom semble avoir trouvé la solution. Moyennant une faible redevance kilométrique, les exploitants d'autobus peuvent bénéficier du service de paiement à l'usage et ont accès à un véhicule entièrement électrique, à l'infrastructure de recharge nécessaire, à l'entretien complet du véhicule et à la formation. Sans aucun coût initial, les fournisseurs de services de transport peuvent également réaliser une économie moyenne de 40% sur les coûts d'exploitation, ce qui transforme leur rentabilité et leur permet de répondre aux besoins liés à la croissance démographique en zone urbaine. Au Bénin, le gouvernement a lancé la phase B du projet asphaltage et le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Cette double cérémonie s'est déroulée en présence des autorités compétentes et les populations bénéficiaires. Suivant. Après l'achèvement de la phase 1 du projet asphaltage en 2021, la deuxième phase a démarré la semaine dernière sur toute l'étendue du territoire béninois. Cette deuxième phase va durer 3 ans et est destinée comme la première à la réhabilitation et à l'aménagement. Celui-ci sera exécuté en même temps avec le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, conçu pour améliorer le cadre de vie et atténuer les effets des inondations cycliques qui touchent les zones visées. Il sera mis en œuvre dans 16 villes du Bénin. La réalisation de l'ensemble de ces 2 projets est évaluée à 684 milliards de francs CFA mobilisés auprès des partenaires techniques financiers. Ils permettront à l'horizon 2026 de construire plus de 200 km de grands collecteurs d'eau pluviale, plus de 230 km de voies, d'équiper les rues et les espaces aménagés en lampadaires, panneaux de signalisation de sécurité routière, la création d'espaces verts, la réparation des clôtures des écoles, ainsi que la construction de nouvelles salles de classe des abords des rues traitées.
Les premiers coups de pioche symboliques ont sanctionné cette cérémonie de lancement officiel du projet Asphaltage B ainsi que celui du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires avec la ferme promesse des entreprises engagées de respecter les cahiers de charges et les délais contractuels. À Abomey-Calavi, les travaux ont été lancés par des cérémonies solennelles. L'événement a réuni les autorités gouvernementales, le préfet du département de l'Atlantique, le maire de la localité et des responsables de la Société des infrastructures routières et l'aménagement du territoire. D'après les prévisions météorologiques, l'Égypte serait confrontée dans les prochaines semaines à des épisodes critiques de canicule. Face à la situation, le pays a décidé de sécuriser son énergie. Toutes les exportations de gaz naturel liquéfié sont suspendues à partir de ce mois de mai suivant. L'Égypte connaîtra des épisodes de canicule dans les prochaines semaines selon la météorologie. Le phénomène va s'amplifier avec l'immense de l'été. Une montée de chaleur due aux perturbations climatiques elles-mêmes causée par la hausse de plus en plus inquiétante de la température dans les mers et au-dessus de la terre. Cette menace se profile alors que dans le même temps, des coupures d'électricité sont de retour dans le pays. Elles mettent à rude épreuve depuis quelques années le fonctionnement des centrales électriques et cela inquiète les autorités égyptiennes. Dans ce contexte, le pays a décidé de suspendre ses exportations de gaz naturel liquéfié à partir de ce mois de mai et ce jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, le Caire a annoncé qu'il va relancer les importations de gaz interrompues depuis 2 ans, une option qui ne lui laisse vraiment pas d'autre alternative. Le pays envisage de déployer en mer d'ici le mois de juin prochain une unité de stockage et de regazéification en vue de faciliter et de rendre efficaces ces importations de gaz naturel liquéfié. Le Caire compte pour ce faire sur le gisement des ors au large de Port Saïd dans la mer Méditerranée dont la capacité est estimée à 850 milliards de mètres cubes. L'Égypte envisage également le lancement dès cette année de nouveaux forages de puits pour accroître sa production de gaz naturel liquéfié et sécuriser ses stocks. On peine à mesurer l'ampleur des dégâts au Brésil depuis les inondations dévastatrices dans le pays. Le dernier bilan s'élève à plus de 110 morts et plus d'une centaine disparus depuis la semaine dernière. Ces inondations privaient plus d'1 million de foyers brésiliens d'eau potable et de l'électricité. Un appel a été lancé pour venir en aide aux sinistrés suivants. La région du Rio Grande do Sul, située au sud du Brésil, se retrouve complètement sous les eaux depuis le week-end dernier. Le bilan provisoire fait état d'au moins 78 morts et d'une centaine de portées disparues. Les sinistrés qui ont pu être secourus sont toujours secoués par l'ampleur des intempéries. En une nuit, il est tombé 2 ou 3 fois plus que les prévisions, donc nous sommes en danger. Maintenant, je n'ai plus de téléphone portable, alors je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai plus aucune communication avec qui que ce soit. Je suis très secoué. C'était terrifiant car nous avons vu l'eau monter de manière absurde à une grande vitesse. Approximativement, plus d'1 million de foyers sont privés d'eau potable. Les moyens aériens sont déployés et des bénévoles sont engagés dans une course contre la montre malgré les difficultés pour sauver les personnes encore coincées dans les maisons. Les choses sont très compliquées pour nous. Nous aidons qui nous pouvons, mais c'est très difficile de faire face à la nature. Vue du ciel, la ville de Porto Alegre dans le sud du pays laisse voir l'ampleur de cette catastrophe climatique. Les maisons dont on aperçoit à peine le toit ont été endommagées. Le président brésilien Lula da Silva s'est rendu dans la zone du sinistre aux côtés des autorités de la région pour apporter son secours aux populations. C'est un scénario de guerre. Et quand il y a un scénario de guerre, il faut un plan d'après-guerre. En plus de 70 000 habitants évacués de leur domicile, plus d'1 million de foyers sont toujours privés d'eau selon la défense civile. Les dirigeants pensent déjà établir un plan pour reconstruire les zones sinistrées après cette catastrophe climatique. Dans le reste de l'actualité, des vagues de chaleur accablantes frappent l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine avec des températures qui grimpent jusqu'à 48 degrés dans certaines régions.
Les écoles sont fermées, les populations sont appelées à rester chez elles. Les experts affirment que ces épisodes caniculaires plus intenses, plus durables et fréquents sont une conséquence du réchauffement climatique. Suivant. Le manque d'adaptation à la crise climatique a des conséquences sur les libertés humaines. Face à des températures extrêmes en Asie du Sud et en Amérique latine, les écoles sont fermées dans plusieurs pays. Les habitants sont demandés de rester chez eux. Un confinement climatique, un concept qui n'existe pas encore, pourrait bien s'imposer dans la plupart des pays touchés par des chaleurs extrêmes et non adaptés à la crise climatique. Certains pays d'Asie du Sud et du Sud-Est qui subissent les vagues de chaleur ont décidé de se barricader. À Manille, capitale des Philippines, le mercure est monté à 38,8 degrés Celsius et 45 degrés Celsius en température ressentie. Une situation qui a entraîné la suspension des cours en présentiel. Au vu des dernières prévisions d'indices de chaleur et l'annonce d'une grève nationale dans les transports, toutes les écoles publiques du pays devront mettre en place des cours asynchrones et plus de 47 établissements sont concernés par cette décision. Les Philippines ne sont pas le seul pays touché par ces températures suffocantes. Le Bangladesh a également ordonné la fermeture des écoles dans tout le pays, alors qu'il avait déjà fermé les écoles 2 semaines auparavant. Nous voyons ce que 3 siècles de climatologie n'ont jamais vu, a alerté le climatologue Maximiliano Herrera sur son compte X. Le 23 avril dernier, l'Organisation météorologique mondiale a estimé que l'Asie était la région la plus touchée au monde par les catastrophes climatiques. L'Asie se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. La tendance au réchauffement climatique a presque doublé depuis la période de 1961 à 1990. Au-delà de la fermeture des écoles, plusieurs pays dont la Thaïlande ont aussi conseillé la population de rester chez elle. Les balades nocturnes dans les parcs, piscines bondées, centres commerciaux pris d'assaut, les habitants tentent de se réfugier dans les lieux de fraîcheur car chez eux, le thermomètre grimpe. L'électricité est d'ailleurs un des problèmes supplémentaires liés à cette vague de chaleur intensifiée par le phénomène El Niño. Selon les médias locaux, les ressources électriques sont mises à rude épreuve, notamment à Luzon, île principale des Philippines. Du côté de la Thaïlande, la demande en électricité a atteint un record. Ce n'est pas la première fois que des populations sont contraintes de limiter leur déplacement pour des raisons climatiques. Sans réelle adaptation au changement climatique, de plus en plus de pays sont ainsi contraints de se confiner, mettant en mal leur liberté de déplacement ou d'accès à l'éducation. En Italie, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni veut interdire l'implantation de panneaux solaires au sol sur les terres agricoles. Mais le projet de loi doit d'abord être approuvé par le Parlement. Il pourrait empêcher de nombreux projets photovoltaïques dans le pays. Reportage. Le gouvernement italien a publié un nouveau décret interdisant le déploiement de grandes centrales solaires sur les terres agricoles productives. L'interdiction porte sur tous les systèmes photovoltaïques installés au sol dans des zones classifiées comme agricoles, mais ne concerne pas les projets de panneaux solaires installés au-dessus des cultures. L'objectif final de ce décret est d'éviter la désertification des terres agricoles italiennes. Le gouvernement a précisé qu'il sera toujours possible de continuer à produire de l'énergie dans les carrières, les mines, les zones concédées aux chemins de fer publics, les zones concédées aux concessionnaires d'aéroports, les zones protégeant la bande autoroutière et les zones situées à l'intérieur des installations industrielles, entre autres. Pour nous, la sécurité juridique s'applique et les règles sont donc valables pour ce qui se passera et non pour ce qui s'est déjà passé ou pour ce à quoi les entreprises ont légitimement confié leurs fonds ou leurs investissements, a expliqué Francesco Lollobrigida, ministre italien de l'Agriculture.
À l'inverse, les nouvelles dispositions ont déjà suscité des critiques de la part du secteur photovoltaïque. Les associations environnementales et les entreprises regroupant le secteur des énergies renouvelables estiment qu'une telle interdiction bloquerait de nombreux projets photovoltaïques. Elles réclament en effet depuis longtemps l'attribution des zones appropriées pour l'installation de systèmes photovoltaïques au sol. En conséquence, l'Italie ne pourra pas respecter ses objectifs en termes de décarbonation à l'horizon 2030, ont-elles ajouté. Toutefois, la décision du gouvernement fait partie d'un projet de loi qui doit encore être approuvé par le Parlement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez. Bon week-end à tous.